m'appelle Nicolas Gachadois et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation sur l'optimisation d'un modèle MapleSim importé depuis SolidWorks. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui nous conduira au résultat suivant. C'est surtout intéressant de regarder ce qui se passe sur la droite, qui est une animation issue de la simulation d'un modèle MapleSim. Voilà, je lance l'animation. Vous voyez une pince qui prend un objet et qui, à une certaine hauteur, relâche cet objet. Dans cette animation, nous avons une pince. Cette pince est issue d'un modèle SolidWorks. Donc, nous allons voir au cours de la présentation comment importer depuis SolidWorks un modèle mécanique. Et puis les autres éléments, notamment l'objet, la boule que vous voyez ici, elle est issue de MapleSim. Alors, ce que nous verrons, c'est une nouvelle fonctionnalité de MapleSim 2016 qui permet très facilement de gérer des contacts dans un modèle mécanique. Comme vous avez pu le voir ici, en fait, on a trois contacts dans cet exemple. Le contact de l'objet sur le sol et puis le contact de l'objet entre les deux pinces, les deux mâchoires de la pince. Nous verrons également comment rajouter à ce modèle mécanique un moteur électrique, puisque initialement, dans le modèle SolidWorks, il n'y a pas de moteur. Le modèle est purement mécanique. Donc, nous verrons comment rajouter ce moteur et comment faire le contrôle du moteur de telle sorte que la pression exercée par la pince sur l'objet n'est ni trop forte ni pas assez forte, parce que si la pression est trop forte, si l'objet est fragile, on risque de casser l'objet, et si la pression n'est pas assez forte, l'objet risque de tomber dû à son poids et à la pesanteur. Voilà, nous allons donc voir tout ceci au cours de la présentation, et bien sûr, je vais commencer par l'importation de la pince qui est issue de SolidWorks. Alors pour cela, j'ouvre une fenêtre vierge de MapleSim et si vous avez installé la CAD Toolbox, à savoir la bibliothèque qui permet d'importer des fichiers CAO depuis divers logiciels, vous avez accès à cette petite icône qui vous permet donc de faire l'importation de modèles issus de la CAO. Alors il est possible de travailler directement sur des fichiers CAO ou alors de faire l'importation en passant par le logiciel. Ici, ce que nous allons faire, c'est l'importation directe à partir du fichier, ce qui va montrer qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir le logiciel de CAO installé sur la machine pour pouvoir faire l'importation. Alors, un petit mot sur les différents types de fichiers de logiciels qui sont supportés. Donc, on peut voir que MapleSim, avec cette boîte à outils, la CAD Toolbox, permet d'importer des modèles issus d'Autodesk, de CATIA, des fichiers IGES également, des fichiers ProEngineer, des fichiers STEP et également des modèles provenant de SolidWorks. Là, je vais ouvrir l'assemblage principal de la pince. Voilà, et comme je vous le disais, j'ai ou bien la possibilité de faire l'importation en passant par le logiciel, ou alors simplement en cliquant sur Fichier, MapleSim va être capable de lire le contenu du fichier et de faire toute une analyse qui va nous permettre de retrouver la représentation de la pince à l'intérieur de cette fenêtre d'importation de modèle. Voilà, nous pouvons donc maintenant visualiser la pince en entier à l'intérieur du modèle. Alors, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de faire un certain type de travail pour rendre ce modèle plus facile ensuite à manipuler à l'intérieur de MapleSim. Ça va me permettre de vous montrer également que dans cette interface, il est possible de faire des manipulations que vous pourriez également faire dans SolidWorks, mais si vous n'avez pas ce logiciel installé sur votre machine, vous pouvez très bien réaliser toutes ces manipulations à l'intérieur de cette fenêtre d'importation du modèle. Donc là, ce que vous pouvez voir sur la gauche, c'est la présence de deux groupes pour l'instant. On a un groupe que l'on peut visualiser tout seul, qui est le bâti. On a un autre groupe qui est... Voilà, je vais le rendre visible. Un autre groupe qui correspond aux deux pinces. Puis ensuite, on a un certain nombre d'éléments
qui sont des éléments qui pour l'instant ne sont pas dans des groupes, mais que nous allons rajouter dans des groupes. Alors pour l'instant, comme le système est complètement symétrique, nous allons faire juste une petite manipulation qui va nous conduire à éliminer la moitié du système. Donc ce que nous allons faire, là je vais vous montrer un exemple qui permet de faire l'importation de la moitié du système. Et ensuite dans MapleSim, c'est facile de faire une duplication de cette moitié pour faire l'importation totale. Ça nous permettra d'éviter de dupliquer des opérations à l'intérieur de cette fenêtre d'importation. Alors tout d'abord, je vais activer la vue de dessus du système. Voilà, et à partir de cette vue de dessus, je vais pouvoir simplement éliminer la partie qui ne m'intéresse pas, à savoir la partie supérieure. Donc, tout simplement, je fais la sélection à la souris. Voilà, et je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas dans le modèle. Maintenant, je vais revenir à la vue précédente. Voilà. Alors ensuite, j'ai encore quelques éléments. Celui-ci, notamment, on peut les voir enfin, en fait, ça permet, quand on passe la souris sur chacun des éléments, ça permet de les surligner sur le modèle. Ces éléments-là font partie du bâti. Donc, ils ne sont pas encore groupés à l'intérieur du bâti, ce qui s'appelle ici le bracket gripper. Donc, je vais tout simplement les sélectionner et les rajouter à l'intérieur de ce groupe. Voilà, comme ça me permet d'avoir un bâti qui est vraiment complet. Ensuite, je vais avoir d'autres éléments que je vais grouper pour créer, en fait, dans MapleSim, ensuite dans le modèle que j'aurai importé, les deux liens. Ici, on a un système 4 barres, en fait, et ces deux liaisons que vous voyez ici et là, bon, je vais grouper tous les éléments pour pouvoir faire une importation plus aisée ensuite. Et puis surtout pour pouvoir, dans MapleSim, avoir une manipulation plus aisée des différents objets, puisque mon objectif est au final d'avoir 4 objets dans MapleSim qui seront le bâti de la pince elle-même, et puis ces deux liaisons. Alors pour cela, je vais supprimer la visualisation de ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et puis je vais modifier, je vais orienter un tout petit peu dans l'espace, voilà mes deux liaisons, et je vais sélectionner tout d'abord les éléments qui se trouvent à gauche, que je vais pouvoir regrouper à l'intérieur d'un assemblage que je vais appeler Link 1 pour le premier. Voici. Et puis, bon, évidemment, tout ce qui reste, c'est Link 2, donc je peux créer également un sous-assemblage à partir de ces éléments restants. Je vais maintenant pouvoir visualiser la totalité des éléments, comme nous avions précédemment. Voilà. Et revenir à une vue qui va me permettre, cette fois-ci, de définir un certain nombre d'éléments. En particulier, bon, là, dans ce que j'ai fait jusqu'à présent, je suis en présence de 3 groupes, le bâti, la pince et puis les 2 liaisons. Ces groupes, à l'intérieur de MapleSim, devront avoir des coordonnées. On va devoir définir des points d'attache, en fait, pour que l'on puisse, à l'intérieur de MapleSim, définir des liaisons qui seront en l'occurrence des liaisons pivots entre ces différents éléments. Par ailleurs, le bâti, lui, sera attaché dans MapleSim à l'objet qui s'appelle le ground, en fait. Donc, je dois également définir cette coordonnée pour le modèle que l'on voit ici. Alors, pour ce faire, il y a un outil qui est vraiment très pratique à l'intérieur de cet outil d'importation de modèle CAO. C'est celui-ci qui permet de faire une sélection automatique d'éléments. Alors ça peut être des coordonnées, ça peut être des surfaces ou différents types d'objets. Là, ce que nous allons faire, c'est la définition de... Là, vous voyez, j'ai automatiquement sélectionné une surface. Là, je vais faire la sélection des points
auquel je souhaite placer des coordonnées. Alors le premier point, ça va être celui-ci, hein, non pas celui-ci, mais voilà, cette coordonnée-là, qui sera celle de la masse en fait dans MapleSim. Donc je vais l'appeler ici 30, voilà. Et puis je vais avoir besoin d'autres coordonnées qui elles seront plutôt placées sur une sur la pince et puis d'autres qui seront placées au niveau de mes différentes liaisons. Donc je vais revenir à la sélection des coordonnées. Alors une coordonnée sur la pince, ça va être utile pour pouvoir définir un point de contact. On aura besoin d'un point de contact pour définir les contacts entre la pince et puis l'objet que l'on souhaite prendre. Donc là, je vais définir voilà, une première coordonnée pour mon contact que je vais retrouver ici sur la pince. Je l'appelle contact. Voilà, et puis je vais définir maintenant des liaisons, des points, pardon, les coordonnées des liaisons qui se trouvent à ces différents endroits sur mon modèle CAO. Alors je vais sélectionner une première liaison, là ici. Voilà, je définis voilà, je vais orienter différemment le modèle pour que ce soit plus facile. Voilà, je définis une première liaison à cet endroit-là, que je vais appeler grand A. Je vais définir une deuxième liaison à côté. Je vais l'appeler grand B. Même opération sur l'autre lien. Voilà, ça c'est la liaison grand C. Et enfin, une dernière, grand B. Donc là, j'ai défini des liaisons, des points de coordonnées sur mes liaisons. Maintenant, une liaison, c'est entre deux points de coordonnées. Donc, je vais simplement rajouter en fait exactement ces mêmes coordonnées sur respectivement le bâti et la pince. Donc, on a vu que les points de coordonnées qui sont connectés au bâti sont nommés B et D. Donc, je vais sélectionner maintenant ici le lien B et le lien D. Je les copie et puis je vais les rajouter sur mon bâti, sur le même objet que celui que nous avons vu tout à l'heure. Je les colle ici. Et puis côté pince, ce sont les coordonnées A et C. Voilà, je les copie et je les rajoute au niveau de ma pince. Comme ça, j'ai tout défini, mes différents objets et mes coordonnées. Alors bon, je n'ai pas parlé de choses qui sont quand même très intéressantes dans cet outil d'importation et qui vont vous permettre de comprendre comment ça fonctionne ensuite dans MapleSim. Donc là, j'ai bien défini mes coordonnées autres, mais on n'a pas encore parlé de masse, d'inertie, etc. Ça, on peut le visualiser au travers des propriétés d'un objet. Et là, vous pouvez constater que, par exemple, pour cette pince, hein, vraiment le corps de la pince, on a une orientation position qui sont définies, on a une couleur également qui est définie, qui va nous servir après dans MapleSim pour la visualisation. Et puis surtout les aspects plus dynamiques, à savoir la masse, le volume de la pièce, le centre de masse et puis le centre d'inertie avec la matrice d'inertie. Donc tous ces éléments-là qui sont issus du fichier SolidWorks vont être importés à l'intérieur du modèle MapleSim. Voilà, cette importation, je peux la réaliser maintenant en cliquant simplement sur cette petite icône, j'accepte et je reviens à l'intérieur de MapleSim. Donc là, on voit l'analyse dans MapleSim, enfin dans cette fenêtre d'importation, des différents objets que l'on va importer à l'intérieur de MapleSim et qui vont se retrouver
Voilà, dans cette hiérarchie, alors on a les 4 éléments plus un groupe qui permet d'avoir tous ces éléments déjà groupés. Bon, en ce qui me concerne, je vais utiliser plutôt les 4 éléments donc, que je place à l'intérieur de ma fenêtre. Voilà, et maintenant je vais utiliser la bibliothèque multibody de MapleSim pour rajouter les quelques éléments qui manquent, à savoir le repère fixe, la référence, et puis les liaisons qui seront des liaisons pivots entre mes différents éléments. Alors, on va pouvoir repérer les différentes coordonnées que l'on a définies précédemment grâce au nom que l'on peut voir ici. Je commence donc par définir le ground et le connecter sur le bâti de mon système. Voilà. Après, je vais faire la connexion avec le lien numéro 1. Le lien numéro 1, la connexion se fait avec la coordonnée qui s'appelle B, que voici. Alors, je vais pouvoir faire simplement un miroir. Je connecte les deux points B. Pour ce qui est du lien numéro 2, je vais avoir également une coordonnée qui, elle, s'appelle D, que l'on peut voir ici sur le bâti. Donc, je fais aussi un miroir. Alors, là, j'ai fait une bêtise. Je dois rajouter une liaison, sinon on est complètement attaché en dur et il n'y a pas de possibilité de rotation. Voilà, donc là, je prends une liaison de type pivot. Et je refais le lien que j'ai fait précédemment. Voilà. Donc même chose pour le point de coordonnée grand D. Voilà, puis on va retrouver sur la pince le point de contact et de la même manière les coordonnées A et C qui sont présentes de ce côté-là des liens. Donc, simplement, je vais positionner ma pince sur la gauche et je vais rajouter encore ces coordonnées. Alors, j'ai grand C en haut alors qu'il est en bas ici. Donc, je fais un copier-coller de ma liaison. Voilà, idem pour la dernière liaison. Enfin, dernière chose, bon là maintenant j'ai le système qui est construit. D'ailleurs, il existe dans MapleSim, lorsqu'on construit des modèles en 3D comme ça, la possibilité de visualiser l'espace de travail. Alors, là, je vais désactiver l'affichage de la visualisation automatique. Donc l'espace de travail, on peut visualiser la pièce comme on pouvait le faire précédemment dans la fenêtre d'importation de modèle SolidWorks. Et puis là, je vais simplement tourner la pièce dans l'espace pour pouvoir la visualiser suivant le même angle. Voilà, on peut zoomer, on peut dézoomer, on peut faire beaucoup de choses dans la visualisation de cette fenêtre 3D. Dernière opération, je vais rajouter, alors là je ne vais pas pour l'instant encore motoriser le système, mais je vais rajouter la possibilité de créer un mouvement, en fait de modifier la position d'une des liaisons pivots. Comme on a un système qui est complètement fermé, hein, c'est un système 4 barres fermé, il suffit de modifier la position d'une des liaisons pivots pour modifier la position de la totalité du système. Alors pour ce faire, je vais aller dans la bibliothèque mécanique en une dimension, dans les drivers de mouvement. Je choisis un bloc qui me permet de spécifier une position angulaire. Voilà, je connecte ce bloc de position angulaire sur le port de pilotage de ma liaison pivot. Et en entrée de ce bloc, je vais simplement spécifier un signal qui sera une rampe. Voilà, la rampe va durer 2 secondes avec une hauteur de
de 1 radian ici, hein, puisqu'on est connecté sur quelque chose qui est homogène à un angle. Et comme ça dure 2 secondes, je définis une durée de simulation de 2 secondes. Je lance cette simulation. Et là, on va pouvoir visualiser au final, dans la fenêtre de visualisation précédente, le résultat de tout ceci. Alors, on va désactiver de la même manière que tout à l'heure les éléments de visualisation par défaut. Et maintenant, lorsqu'on clique sur cette petite icône, on peut voir donc une des liaisons, et donc forcément toutes, qui passe de 0 à 1 en 2 secondes, qui permet de faire l'animation du système. Voilà, ici, vu sous un autre angle. Donc voilà comment on peut très rapidement faire l'importation de ce type de modèle à l'intérieur de MapleSim. Alors évidemment, pour avoir le modèle plus complet de l'autre pince, il faut dupliquer tout ça, rajouter un moteur. Bon, la duplication, je ne vais pas la faire, je vais repartir ensuite d'un modèle qui sera plus complet, mais toujours pour vous montrer, je dirais, les éléments unitaires conçus dans MapleSim que l'on va retrouver dans ce modèle plus complet. Je vais maintenant vous montrer comment réaliser dans MapleSim un moteur. Alors j'ouvre pour cela un autre modèle. Alors on a plusieurs possibilités pour faire un moteur. On peut très bien utiliser la solution facile qui va consister à aller choisir dans la bibliothèque de blocs électriques, dans la sous-bibliothèque des machines. On peut choisir un modèle de moteur asynchrone, synchrone, un moteur à courant continu, un moteur pas à pas. Bref, on a beaucoup d'éléments qui sont disponibles à l'intérieur de cette bibliothèque électrique. Au passage, ça me permet de vous décrire également un peu ce qu'est MapleSim pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on a vu l'utilisation de blocs issus de la bibliothèque Signal. La bibliothèque Signal comporte des blocs qui permettent de travailler sur des signaux. Ça nous permettra de faire des traitements mathématiques, donc de générer des signaux comme on a pu le voir, de rajouter des contrôleurs, comme on le verra par la suite, de faire du traitement du signal et autres. Mais je dirais la force de MapleSim, c'est surtout la présence dans ce logiciel de bibliothèques de composants qui là vont être réellement physiques. C'est ce que nous allons voir pour la bibliothèque électrique. On a déjà vu des choses dans la bibliothèque de mécanique 1D avec les drivers de position, mais sinon cette bibliothèque permet également de rajouter des inerties, des ressorts et autres pour des systèmes qui restent en une dimension. La bibliothèque multicore, on l'a vu, permet de modéliser des systèmes polyarticulés dans l'espace. Et puis il existe dans MapleSim également une bibliothèque hydraulique permettant de modéliser des systèmes hydrauliques, une bibliothèque de blocs thermiques pour modéliser des systèmes thermofluides, et puis une bibliothèque de blocs magnétiques pour modéliser des circuits magnétiques. Toutes ces bibliothèques sont intégrées dans la version standard de MapleSim. Après, il existe des bibliothèques de blocs complémentaires permettant d'étendre les capacités de MapleSim pour modéliser de façon très complète des batteries, avec des modèles électrochimiques qui sont vraiment extrêmement précis. On peut modéliser également pour les systèmes automobiles et autres des trains d'engrenage de façon générale. On va pouvoir également modéliser des systèmes hydrauliques très complexes avec 2 bibliothèques issues d'un spécialiste de la modélisation Modelica, Modelon, qui fournit hydrauliques et pneumatiques en termes de bibliothèque. Et puis pour revenir aux aspects véhicules terrestres, je dirais, il existe une bibliothèque complémentaire également pour la modélisation de systèmes pneumatiques au sens contact entre un véhicule et la route. Donc ces dernières bibliothèques, celles-ci que je suis en train de refermer, sont des bibliothèques additionnelles, mais tout ce que l'on voit ici sont le magnétique, thermal, hydraulique et toutes celles au-dessus sont des bibliothèques qui sont incluses de base dans MapleSim. Voilà, je reviens à la modélisation de mon moteur à courant continu. Je vous l'ai dit, on peut utiliser des modèles qui sont déjà tout faits. Donc, dans cette bibliothèque de machines, pour le moteur à courant continu, il existe des modèles déjà tout faits. Là, ça me semble plus intéressant
à des fins didactiques, de vous montrer comment on fait pour modéliser de toutes pièces un modèle de moteur à courant continu. Et puis c'est intéressant parce que ça permet de voir l'association du domaine électrique et du domaine de la mécanique en une dimension dans MapleSim. Alors je place tout d'abord une source de tension, puis une résistance, une inductance. Je vais avoir besoin également d'une force électromotrice et puis d'une masse. Tous les circuits électriques doivent être reliés à la masse. Avant de connecter les blocs entre eux, je vais rajouter les blocs de la bibliothèque mécanique en une dimension. Ici, j'ai besoin d'une inertie. J'aurai besoin également d'un rapport de réduction. Et puis, je vais avoir besoin d'un amortisseur pour modéliser les frottements dans le moteur. Et enfin, l'amortissement, c'est ici sous forme de frottement fluide entre le rotor qui tourne et le stator qui est fixe. Donc, on modélise ici le stator par ce bloc-là. MapleSim va vous éviter de faire des erreurs parce que lorsqu'on voit des blocs comme ça, électriques et mécaniques, on pourrait se dire oui, mais que se passe-t-il si je connecte une inductance sur une inertie? Tout simplement, c'est pas possible. Même MapleSim interdit de le faire. Donc, il n'y a pas de problème d'incohérence. Vous ne risquez pas d'incohérence dans vos modèles, puisque vous ne pouvez que connecter les blocs électriques ensemble et les blocs mécaniques une dimension ensemble, que je suis en train de faire. Alors, vous pourriez dire, oui, mais il faut quand même faire l'interface entre ces deux domaines. Ça se fait grâce à des blocs. Ici, le bloc de force électromotrice, c'est nativement un bloc de couplage entre deux systèmes d'équations. L'électrique d'un côté et la mécanique de l'autre. Et grâce à ce bloc, je peux poursuivre dans la modélisation de mon système. Ensuite, reste à faire le paramétrage des différents blocs. Donc, je ne vais pas le faire pour gagner du temps. Simplement, je vous montre. Lorsqu'on sélectionne un bloc, il suffit d'aller ensuite modifier la valeur numérique de ce bloc pour définir les valeurs numériques des différents paramètres. Et vous noterez au passage qu'on a la possibilité de définir les unités. Par exemple, lorsqu'on est dans le domaine de la mécanique en rotation, on travaille souvent, enfin en tout cas des moteurs, on travaille souvent en tours par minute et non pas en radians par seconde. Donc si vous avez des spécifications données en tours par minute, vous pouvez les rentrer en tours par minute et ensuite Maple, qui est sous-jacent à MapleSim, fera la conversion automatique des unités pour vous sans que vous risquiez de faire des erreurs. Voilà, ceci étant fait, je peux lancer maintenant la simulation de ce moteur, simplement pour que l'on voit ce que ça peut donner. Et là, ça ne va pas donner grand-chose parce que je n'ai pas défini de port de visualisation, de port de mesure. Ce que je fais maintenant, je vais rajouter ici un petit bloc qui me permet de visualiser la vitesse de rotation du moteur. Alors ça se fait en faisant un clic bouton droit sur un fil et c'est complètement contextuel. Si on fait un clic bouton droit sur un fil du domaine de la mécanique en rotation, on peut sélectionner des quantités qui sont homogènes à la mécanique en rotation. Lorsqu'on fait un clic bouton droit sur un fil dans le domaine électrique, on va pouvoir visualiser le courant, la tension ou les deux. Ici, je visualise simplement le courant. Je relance ma simulation et cette fois-ci, je vais pouvoir visualiser les résultats, à savoir la vitesse de rotation du moteur et le courant qui n'est pas nul en régime permanent, même si le régime permanent intervient un petit peu plus tard à cause du frottement que l'on a pu définir dans le moteur. Voilà pour l'autre élément que nous allons rajouter dans notre modèle. On verra tout à l'heure, je dirais, le modèle un peu plus complet qui va me servir de point de départ pour faire ensuite l'optimisation que j'ai envie de réaliser sur ce système mécanique. Donc ce moteur électrique, un peu plus paramétré, sera rajouté tout à l'heure. Un dernier élément qui est important dans tout ça, c'est sont les contacts. Donc je vous ai dit que les contacts étaient une nouveauté de MapleSim 2016. Nous allons voir maintenant comment on fait à l'intérieur de MapleSim pour modéliser un contact assez simple. Je crée pour cela un nouveau modèle. Voilà, je vais donc pouvoir, en fermant deux, trois petites choses, rajouter, j'ouvre la bibliothèque multicore, je vais étendre la sous-bibliothèque contact. Cette sous-bibliothèque contient des éléments et puis des forces.
En fait, les contacts vont se modéliser en définissant les éléments qui sont en contact. On va trouver des cônes, des cylindres, des disques, rectangles, sphères et des tores. Et également, il existe cette sous-bibliothèque d'éléments permettant de définir les contacts, vraiment les forces de contact entre les éléments que l'on voit ici. Alors, évidemment, un exemple très simple, c'est la balle qui rebondit. Faisons donc ça à l'intérieur de ce modèle. Je vais rajouter voilà, une référence fixe. J'ajoute également une masse que je vais positionner initialement à 1 mètre de hauteur. Voilà, ça c'est ce que l'on ferait à peu près, pas tout à fait, mais à peu près dans MapleSim pour faire une masse en chute libre. Il faudra juste rajouter une liaison libre en fait entre la masse et puis le sol. Mais là je veux faire des contacts. Donc ce que je vais rajouter ici, c'est tout d'abord une sphère. Je vais avoir un contact sphérique entre, si je considère que c'est une balle, je vais avoir un contact sphérique entre une sphère et un plan. Je rajoute donc une sphère. Je vais définir mon plan de contact. J'attache par conséquent un rectangle au sol. Quand on regarde les paramètres du rectangle, on constate que sa normale est orientée suivant Z, que la visualisation n'est pas activée. Donc je le fais tout de suite, aussi bien pour le rectangle que pour la masse. Et puis je vais, dans les propriétés multicorps, je vais changer l'orientation de la gravité pour que ça soit bien suivant le bon axe. Enfin, dernière chose, je rajoute un contact de type sphère rectangle. Donc ça sera la boule qui heurte le sol. Je connecte ça comme ça. Et je vais paramétrer mon contact. On va laisser la raideur à cette valeur-là. En revanche, je vais modifier le facteur d'amortissement. Voilà, je vais le mettre à 10. Et maintenant, lorsque je lance ma simulation, je vais pouvoir visualiser le résultat de cette modélisation sur ma fenêtre en 3D, que j'agrandis un peu. Voilà, je lance l'animation, et là on voit, pendant les 10 secondes de simulation, la balle qui rebondit sur le sol. Vous avez vu, en quelques minutes, même pas 5, j'ai pu réaliser un modèle qui permet de faire un contact entre un corps qui tombe sur le sol, sans avoir besoin d'écrire la moindre équation. Avant, dans les versions précédentes de MapleSim, où il était nécessaire de créer des composants personnalisés dans lesquels on écrivait les équations de contact. Évidemment, ce bloc d'équations, de composants personnalisés basés sur des équations existe toujours. Vous pouvez toujours l'utiliser pour faire des modèles d'éléments assez complexes pour lesquels vous avez des équations. Mais en tout cas, maintenant que les contacts existent, ça vous permet de gagner quand même un petit peu de temps dans la modélisation de ce type de système. Bon, maintenant, nous avons les 3 éléments de base pour la réalisation de notre modèle plus complet. Donc, je rappelle les éléments mécaniques issus du modèle SolidWorks, le moteur à courant continu, la modélisation des contacts. Maintenant, je vais ouvrir le modèle qui va me servir de départ à tout ce qui va suivre. Voilà, donc c'est un modèle qui contient, vous reconnaissez sans doute, donc le bâti, les 2 liens et puis une partie de la pince que l'on a vue tout à l'heure, avec leur liaison pivot. On va retrouver la même chose pour la partie symétrique, avec également les différentes liaisons pivots. On va retrouver à l'intérieur de ce sous-système le moteur à courant continu qui était modélisé tout à l'heure. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, la source de tension est mise à l'extérieur du modèle. Et au lieu d'être une source de tension continue, c'est une source de tension qui est pilotée par un signal. Le signal, ici, là, va nous permettre alors en boucle ouverte, en boucle totalement ouverte, va nous permettre de faire la simulation du système avec la pince qui serre l'objet et qui monte l'objet. Alors, ça nous fait simplement, ça nous permet simplement de serrer la pince.
la partie qui nous permet de monter la pince, enfin tout globalement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce sous-système. Là, c'est simplement quelque chose d'analogue à ce que nous avons vu tout à l'heure, une rampe qui permet de modifier la position de la pince suivant l'axe vertical. Et enfin, dernière chose, ce sont les contacts qui sont à l'intérieur de ce sous-système contact, parce qu'ici on a des contacts, on a 3 contacts en fait. Le contact sphère avec le sol que je viens de modéliser, c'est ce que l'on voit ici. Donc c'est 5 éléments. Et puis nous avons également les contacts des 2 pinces avec la boule. Donc ça nous fait 2 autres contacts entre un rectangle et puis une boule, et puis une sphère. Donc chacun des rectangles ici correspond à une face de la pince, à une face d'une pince. Ici on a modélisé de la même manière les forces de contact sur l'objet. On a donc 3 contacts qui peuvent entrer en jeu sur l'objet à déplacer, qui sont le contact avec le sol et puis les contacts avec la surface des 2 pinces. C'est simplement une duplication de ce que l'on a vu tout à l'heure avec chacun de ces éléments-là qui sont attachés respectivement à la pince gauche et à la pince droite. Je vais simuler ce système en boucle ouverte, puisque là on pilote simplement la tension du moteur, on n'a pas du tout d'asservissement de quoi que ce soit pour piloter le moteur. Et après quelques secondes, on va pouvoir visualiser quelque chose qui va ressembler à ce que l'on a vu initialement, mais en version non optimisée. Non optimisée parce que si on va pouvoir le constater en faisant la visualisation du résultat de ce système. Voilà. Je lance cette animation. Voilà, la pince va monter. Et puis ce qu'on peut voir, mais vraiment de façon assez furtive, alors pour le voir un petit peu mieux, je vais relancer l'animation et puis la ralentir. Ce que l'on peut constater, c'est qu'au fur et à mesure de la montée, la boule est en train de glisser. Et au final, même si on relâche la pince, ce qui permet de relâcher un peu la boule, si on n'avait pas relâché la pince, en fait, si on n'avait pas ouvert la pince, la boule serait quand même tombée parce que la pression sur l'objet n'est pas suffisante. Alors comment résoudre ce problème? On peut se dire, il faut serrer la boule plus fort, certes, mais si l'objet est fragile, on risque de briser l'objet. Et on voit que si on ne serre pas la boule assez fort, en fait, l'objet va tomber de lui-même parce qu'il n'est pas assez serré. Donc là, ce que nous allons faire maintenant, c'est réaliser un asservissement de courant dans le moteur. En fait, la seule façon que l'on a pour avoir une estimation de la force appliquée sur l'objet, c'est de mesurer le courant dans le moteur. Parce que plus le courant est fort, plus le couple qui est appliqué sur ce moteur est fort, et donc plus la force qu'ils exercent sur l'objet est importante. Donc nous allons faire un asservissement de courant dans le moteur, et puis on fera également un autre asservissement permettant de pouvoir faire bouger les deux mâchoires de la pince en fait. Alors pour faire ça, nous allons continuer à utiliser MapleSim et nous allons également utiliser Maple qui est sous-jacent à MapleSim. Déjà c'est lui qui est le moteur de simulation de MapleSim. Au passage, entre parenthèses, sur un système comme celui-ci qui est un système 4 barres fermé, en fait on est en présence d'un système d'équations algébro-différentielles, à savoir des équations différentielles ordinaires auxquelles on ajoute des contraintes algébriques. Et ce type de système, c'est habituellement des types de systèmes qui sont difficiles à résoudre pour des solveurs. Mais côté MapleSoft, en fait, on a défini un certain nombre de solveurs qui sont vraiment spécifiques, on peut les choisir ici, qui sont vraiment spécifiques pour ce type de système et qui permettent de résoudre nativement tous les systèmes d'équations algébro-différentielles qui peuvent être rencontrés lorsque l'on utilise un outil de modélisation de systèmes mécaniques et de façon générale de systèmes physiques multidomaines comme MapleSim. Je vais commencer, la parenthèse étant refermée, je commence par faire l'asservissement de courant. Alors,
je vais utiliser des techniques de conception d'asservissement dans le domaine linéaire, ce qui m'oblige à faire une linéarisation du système que l'on voit ici. Première étape, c'est de créer un sous-système à partir de toute la partie physique que l'on voit là. Je vais donc sélectionner tous mes éléments et puis les regrouper dans un seul système qui s'appelle Gripper, comme on voit ici. À l'intérieur de ce sous-système, je vais rajouter une sortie pour aller mesurer le courant, mais avant tout, je vais enlever ce qui ne me sert à rien. Ici, le driver qui permet de faire la montée de la pince ne me sert à rien dans ce que je vais faire, donc je l'enlève et puis je rajoute, comme je l'ai dit, une sortie qui correspond, une sortie qui va correspondre à ma mesure de courant, puisqu'on va, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir un système linéaire entre la tension d'alimentation du moteur et le courant dans le moteur. Alors justement, ce courant dans le moteur, pour uniquement s'intéresser au courant, on va bloquer le moteur. Voilà, comme ça, on ne sera pas perturbé par la force électromotrice. On va simplement faire l'asservissement de la partie électrique du moteur à courant continu. Ceci étant fait, je remonte au niveau supérieur. Et puis ici, bon, c'est pareil, je n'ai pas besoin de tous ces éléments-là. Je vais simplement en garder un avec une hauteur qui sera égale à 1 ampère, un offset de 0, et on fera démarrer ce système au bout de cette simulation au bout de 0,2 secondes. Et je n'aurai pas besoin non plus de l'animation 3D. Là, on va vraiment s'intéresser uniquement à une partie vraiment purement monodimensionnelle. Voilà. Donc, comment faire l'extraction d'un système linéaire à partir de ce sous-système? Très simplement, dans MapleSim, vous avez la possibilité de rajouter ou bien des applications ou alors d'attacher des documents Maple en fait à un modèle MapleSim. Ici, je vais choisir l'outil qui me permet de linéariser. Alors, je vais linéariser le sous-système Gripper que je viens de sélectionner. Voilà, je demande à Maple de faire une analyse de ce sous-système. Le résultat de cette première opération sera la récupération en fait dans Maple de tous les éléments qui me permettent ensuite de linéariser. En gros, je récupère toutes les équations non linéaires. On a un système qui est extrêmement non linéaire dans ce que l'on a vu précédemment. Donc on récupère le jeu d'équations non linéaires. Maple a réussi à trouver que l'entrée c'était U1 de T, la sortie c'est le courant. On peut ensuite spécifier des paramètres de linéarisation. Là, je vais linéariser par rapport à la configuration initiale. Il n'y a pas vraiment de notion de point d'équilibre ici, puisqu'on n'est pas soumis à un déséquilibre ou à un équilibre particulier. Donc, on linéarise autour de la configuration initiale. Et puis, je demande une linéarisation explicite. Et en cliquant sur le bouton Linearize, là, je vais récupérer mon système linéaire, que l'on pourra visualiser ensuite ou bien sous la forme de matrice ou alors sous la forme d'équation. Et puis on pourra réaliser également un certain nombre d'analyses sur le système linéaire que l'on va récupérer. Enfin, donc après quelques secondes, on va pouvoir visualiser ces différents éléments. Donc le jeu de matrice, les équations. Si je sélectionne Mappings, je peux voir le lien entre, à quoi correspond chacun des X et Y que l'on a vu dans les équations précédentes. Je peux également, sélectionnant Bode, tracer le diagramme de Bode de mon système linéaire en boucle ouverte, et puis même chose pour les autres éléments d'analyse. Enfin, je peux définir un nom à mon modèle linéaire. Je vais l'appeler Line Gripper. Et en cliquant sur le bouton Create, ça me crée un composant supplémentaire dans MapleSim que je vais pouvoir placer aux côtés de mon système non linéaire. Puisqu'il est toujours intéressant quand on a deux systèmes comme ça, l'un linéaire, l'autre non linéaire, c'est de faire une comparaison entre la sortie de ces deux systèmes lorsque l'on fait la simulation.
que je fais maintenant. Là, je vais pouvoir visualiser les signaux de sortie en fait en courant de mes deux systèmes. On va juste se rappeler que bon, j'aurais dû rajouter modifier value pour mettre des commentaires, mais c'est pas très grave. Voilà, on peut visualiser ici nos deux probes et simplement en sélectionnant ce graphique, je vais pouvoir ajouter cette valeur, la valeur de droite, sur le graphique de gauche et vérifier qu'on a bien quelque chose qui correspond parfaitement. Voilà, ceci étant fait, l'étape suivante, c'est de créer un asservissement de courant. Alors pour cela, je vais travailler sur le système linéarisé. Et cette fois-ci, au lieu de faire appel à une application, comme on a vu précédemment pour la linéarisation, je vais faire appel à une feuille Maple qui permet de réaliser du réglage de correcteur. En l'occurrence ici, ça va être un réglage de gain, enfin pour créer des correcteurs de type proportionnel intégral dérivé. Alors ça, c'est basé, ce qu'on a vu précédemment, c'était réalisable, je dirais de base, avec une configuration standard de Maple et MapleSim. En revanche, ici, la création d'un contrôleur nécessite l'utilisation de la boîte à outils Control Design qui est associée à MapleSim, qui comporte des différentes méthodes pour faire de la conception de correcteurs de type PID notamment. Alors, une des méthodes que j'aime beaucoup, c'est celle qui permet d'avoir automatiquement la conception du régulateur. Donc, c'est la fonction PID auto, qui permet simplement de sélectionner la constante de temps que l'on souhaite pour le régulateur. Et ensuite, en cliquant sur le bouton Design Controller, on obtient automatiquement les gains souhaités pour le PID, que je vais appeler PID Current Controller. On va l'exporter ensuite dans MapleSim, mais avant tout, on peut réaliser des analyses. Donc sur une durée d'1 seconde par exemple, la réponse du système en boucle fermée nous donne ce résultat. On peut même descendre en 0,2. Voilà. La réponse du système en boucle fermée nous donne ça, et puis on peut, de la même manière que ce que l'on a pu voir précédemment, visualiser, alors sur la boucle fermée c'est mieux, visualiser le diagramme de Bode de la boucle fermée de ce contrôle en courant. Je clique sur Export to MapleSim pour exporter le régulateur vers MapleSim. Et là, maintenant, je peux le tester. Donc, je vais créer deux boucles fermées avec ce PID qui sera utilisé par les deux boucles. J'ajoute simplement un petit bloc feedback. Voilà, pour faire une boucle fermée et avoir vraiment un système qui est asservi en courant. Même chose pour le système linéaire. Voilà, je vais relancer la simulation de tout à l'heure. Cette fois-ci, on a un système qui est asservi, donc un échelon de 1, maintenant ça devient 1 ampère, une consigne de 1 ampère, on doit avoir comme sortie sur la visualisation un courant de 1 ampère. Donc ça, c'est une première étape. Voilà, on a bien le courant d'1 ampère sur l'échelon qui démarre à 0,2 secondes. Ça, c'est une première étape dans notre asservissement. La deuxième étape, c'est de réaliser un asservissement de vitesse pour pouvoir bouger les pinces et donc leur donner un mouvement jusqu'au contact avec la pièce. Et lorsque les pinces sont en contact avec la pièce, en fait, l'asservissement de courant nous permettra de rajouter un limiteur de courant en réalité. Alors, le principe va être exactement le même pour ce qui suit. À partir de l'asservissement de courant ici, bon, je vais évidemment supprimer la contrainte que j'avais rajoutée ici. Donc, je débloque le moteur. Voilà, mais sinon pour le reste, l'étape suivante, en supprimant ça,
c'est de créer un sous-système ici pour le système asservi en courant et de faire l'asservissement de vitesse par-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Je vous ouvre simplement le modèle pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc vous allez voir dans le modèle qui va s'ouvrir, un peu comme les poupées russes, deux sous-systèmes imbriqués. Le système que l'on voit ici étant intégré à l'intérieur du système de plus haut niveau qui, lui, va faire l'asservissement de vitesse. Alors, ça prend un petit peu de temps. On commence à avoir un peu de change au niveau de la mémoire. Bon, j'ai un deuxième MapleSim d'ouvert. On va essayer de faire l'autre. Je crois qu'il est arrivé. Voilà. Je n'ai pas été assez patient, mais c'est pas grave. Donc, on va retrouver à l'intérieur de ce modèle, comme je vous le disais, le sous-système groupé, avec à l'intérieur l'asservissement de courant, et puis ici, cette fois-ci, l'asservissement de vitesse qui a été réalisé. Donc là, on est en présence d'un modèle qui est capable de faire les deux. Hein. Donc d'avoir non seulement l'asservissement de courant, mais également l'asservissement de vitesse. Suivant exactement la même méthode qui est tout d'abord linéarisation du système global, et à partir du système linéaire, on a la conception de l'asservissement du régulateur PID. Tout à l'heure c'était un PI d'ailleurs, entre parenthèses, cette fois-ci c'est vraiment un PID et qui permet d'avoir vraiment l'asservissement de vitesse. Comme c'est un système d'ordre plus élevé, on a besoin d'un contrôleur d'ordre plus élevé. Au final, on va retrouver le système complet, celui dont on a vu la simulation au début de cette présentation. Donc dans ce système, à l'intérieur, je vais retrouver, comme je vous le disais, cette fois-ci l'asservissement de courant. Alors, asservissement de courant qui a été écrit d'une manière un petit peu différente, puisque là, j'ai rajouté la limitation en courant, ici j'ai rajouté une limitation en tension d'alimentation du moteur. La sortie de l'asservissement de courant, c'est la tension d'alimentation du moteur, donc on limite la tension d'alimentation du moteur à 6 volts, comme on peut le voir ici. Si on remonte d'un cran, toujours pour rester dans les asservissements, là j'ai mon PID qui, lui, donne un asservissement de courant qui est paramétré par cette variable qui s'appelle ISAT. Donc ça écrit exactement de la même manière. ISAT est défini à l'intérieur de cette interface. Là, on a spécifié 1 ampère d'asservissement et puis mu. L'autre paramètre, lui, c'est le coefficient de frottement entre la pince et l'objet que l'on doit déplacer. Alors, si je retourne à l'intérieur, cette fois-ci, du sous-système de la pince, c'est exactement le même système que celui sur lequel on travaillait au début. Simplement pour vous montrer où se trouve le mu, ce paramètre de frottement, c'est celui-ci. Donc c'est celui qui va nous définir le coefficient de frottement. Et en fait, comme classiquement, ce coefficient de frottement permet d'augmenter la force tangentielle de frottement, plus la force normale est grande. Donc en fait, concrètement, plus on va serrer la pince, plus la pince va serrer sur l'objet, moins l'objet risque de tomber dû à la pesanteur. On a vu la simulation de ce système au début, mais je peux vous la remontrer. Parce que c'est intéressant de visualiser également ce qui se passe au niveau des différents tracés graphiques, notamment le courant. Comme on a une limitation en courant à 1 ampère, on voit, et d'ailleurs on voit, je vais réduire un peu la vitesse, on voit ici la petite barre qui évolue, qui montre à quel instant de la courbe on se trouve lorsque l'animation 3D intervient. Voilà, au bout de 3 secondes, on lâche l'objet et il tombe. Alors évidemment, le lâcher d'objet, ça n'a pas vraiment un intérêt opérationnel très grand. D'habitude, on prend un objet, on le dépose ailleurs. C'est plus ici pour le côté spectaculaire que l'on fait ça. Alors
Alors MapleSim permet par ailleurs plutôt Maple qui est sous-jacent à MapleSim permet par ailleurs de réaliser beaucoup de choses grâce à une interface de programmation, c'est-à-dire que dans Maple, on a la possibilité d'extraire des données, de manipuler en fait les différents paramètres et objets des modèles MapleSim. On va voir une application qui a été réalisée sur la base de ce modèle, application qui se trouve à l'intérieur de la feuille de travail Maple que je veux ouvrir maintenant. Cette feuille de travail va nous permettre de faire une analyse qui va un petit peu plus loin sur justement le rapport entre le courant, la limitation en courant et le coefficient de frottement. Alors là, je vais vous décrire simplement les choses qui sont réalisées à l'intérieur de cette feuille de travail Maple. La première chose, c'est l'analyse du modèle, donc la récupération sous la forme d'objets en fait du modèle, objets qui possèdent ensuite un certain nombre de méthodes et de propriétés. Une des méthodes, permet de récupérer la liste des paramètres d'un modèle. Donc nous allons voir que dans ce modèle, on va récupérer les paramètres qui sont le courant ISAT et puis de saturation, donc ISAT et puis mu, le coefficient de frottement. Et ensuite, on va pouvoir générer ce qu'on appelle une procédure compilée, c'est-à-dire une procédure qui peut se lancer dans Maple, mais qui a déjà été précompilée. C'est exactement la même chose que la simulation que l'on a pu voir dans MapleSim, mais c'est une simulation qui est compilée, donc ça va aller plus vite. Bon, évidemment, la simulation qu'on voyait, elle est quand même assez vite, mais là, ça va aller encore plus vite. Alors, notez que l'on peut passer en paramètres de cette procédure compilée les deux paramètres en fait qui nous intéressent. Donc là, on passe en valeur par défaut le courant de saturation et puis le coefficient de frottement, donc qui sont d'1 ampère et de 100 pour le coefficient. Alors on peut également récupérer les sorties de la procédure. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la position de la masse. Ça va nous intéresser tout à l'heure. Et avant tout, je lance cette fois-ci une exécution. Jusqu'à présent, j'ai créé la procédure. Maintenant, je lance l'exécution. Et là, on peut voir que cette exécution est extrêmement rapide pour obtenir les 8 données en sortie de la simulation. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de tracer l'altitude de la masse en fonction du temps, ce que l'on voit ici. Et après, dans MapleSim, on a des outils. Dans Maple, on a des outils qui nous permettent de faire de l'exploration. Là, j'ai créé une procédure qui est paramétrée avec le courant de saturation et puis le coefficient de frottement. Procédure très simple qui regroupe ce que je viens de faire schématiquement. Et grâce à la fonction Explore de Maple, j'ai la possibilité de créer automatiquement une interface avec des curseurs. Donc le courant de saturation, on va le faire varier entre 0,2 et 2 ampères, le paramètre de frottement entre 0 et 100. Voilà, je crée automatiquement une interface avec des curseurs qui me permettent de relancer une simulation à chaque fois que l'on bouge le curseur. Donc là, j'augmente le coefficient de frottement et je vois tout de suite, le temps que la simulation se réalise, l'influence que ça peut avoir. Bon, ça vous permet très rapidement de créer des simulations interactives par l'intermédiaire de cet outil. Autre chose qui est très intéressante dans les procédures compilées, c'est la possibilité de créer un objectif. Là, on voit que ce qui m'intéresse finalement comme résultat, c'est l'altitude de mon objet. Et puis, ce que j'ai envie de voir, c'est si l'objet est toujours dans la pince au bout de 3 secondes, pour essayer d'estimer quel est le meilleur courant de saturation en fonction du coefficient de frottement. Donc, c'est au bout de 150 pas de temps, en fait, qui correspond à 3 secondes, que l'on peut visualiser l'altitude. Là, dans mon exemple, c'est égal à donc à 21 cm. Je vais créer, grâce à la commande set objective, en fait, je crée un objectif qui est de calculer le minimum, en fait, à cet instant, de l'altitude de mon objet. Notez le paramètre threadSafe qui permet de faire de l'exécution en parallèle. Donc, ayant rajouté cet objectif, si je réexécute ma procédure compilée, la sortie, maintenant, ce n'est plus que
l'altitude au bout de 3 secondes. Et enfin, je vais pouvoir faire un balayage paramétrique. Alors, je définis un nombre de points de 5 points. Là, je vais faire un balayage paramétrique en faisant varier le courant de saturation entre 0,2 et 2, le coefficient de frottement entre 0 et 100 pour 5 points chacun, donc ça fait 25 combinaisons. Je suis en mode thread safe, donc je vais pouvoir utiliser tous les cœurs de mon ordinateur et vous allez voir que ça nous permet d'avoir ces 25 simulations réalisées de façon très rapide. Voilà, je lance la simulation, je vous montre le gestionnaire de tâches. Le processeur est à 99%, tous les cœurs sont utilisés et rapidement j'ai obtenu mon résultat. Et là, je peux enfin, avec cette dernière commande, visualiser la surface en fait je dirais de succès. On constate que pour la majorité des cas de figure, la boule ne tombe pas au bout de 3 secondes, mais si le coefficient de frottement est trop faible ou si le courant de saturation est trop faible, et bien là, la boule peut être tombée avant 3 secondes. Dernière petite chose qui est vraiment intéressante à voir, c'est que alors dans ce modèle, j'ai ici une modélisation du moteur et puis de son alimentation qui est assez simplifiée. Avec MapleSim, on peut aller jusqu'à la réalisation d'un sous-système qui intègre les convertisseurs de puissance. Voilà, j'ouvre ce système. Et là, on voit tout ce qu'on a rajouté, notamment, alors également on peut modéliser des piles et des batteries. Donc là, on suppose que le système est alimenté par une batterie. On a la possibilité ensuite de voir la charge en sortie. Également, le pont H, qui est modélisé sous la forme de composants de puissance et qui permet d'aller voir plus en détail ce qui peut se passer à un niveau un peu plus microscopique lorsque l'on fait la simulation de ce type de système. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Je vous remercie d'y avoir assisté.